Nous sommes à Berlin, nous sommes au Potsdamer Plaza, nous sommes au Palais de la Berlinale et nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau Nelson Makengo qui est le réalisateur de Tongossa. C'est un film qui a été produit, qui a été réalisé à Kinshasa en République démocratique du Congo et qui part d'une réalité que connaissent beaucoup de métropoles africaines, à savoir la coupure d'électricité, l'absence d'électricité. Et il profite de cette absence d'électricité pour nous plonger dans les méandres ou alors dans les espérances ou dans certaines réalités de la société congolaise qui, quelque part, aussi permet aussi d'entrevoir notamment la dimension politique que nous allons aborder également dans le cadre de cet échange. Merci à vous, Nelson Makengo, Merci. de nous faire l'honneur de cette invitation. J'espère que je prononce bien. Bien, très bien. Merci à vous. Alors, Tongossa, je vais rapidement lire le pitch du film. Alors, l'obscurité s'abat sur Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et ses 17 millions d'habitants. Nous sommes juste avant Noël et les gens ont du mal à accéder à l'électricité. Kundi, qui est un personnage, mobilise les habitants de son quartier de Kisenso pour collecter de l'argent pour l'achat d'un nouveau câble électrique, un peu comme pour dire qu'il cherche la solution au problème. Sur le mont Mangengenge, qui surplombe la ville de Kinshasa, un pasteur qui s'appelle Gédéon prononce un sermon sur la lumière du Christ comme le chemin de la vie et de la vérité. Et d'un autre côté, Davido, qui est un autre personnage, bien sûr, cherche un logement après que sa maison ait été inondée par le fleuve Congo. Avec d'autres jeunes hommes, il tue après le temps en s'entraînant et rêve d'un avenir meilleur. Voilà. Tongossa dresse ici un portrait sensible des habitants de Kinshasa confrontés aux défis de la vie dans un environnement en proie à la violence et coloré par l'incertitude du lendemain. Voilà le pitch, c'est-à-dire voilà le résumé, le condensé de ce film Tongossa qui est diffusé ici à Berlin dans la section Panorama, qui est cette section-là qui consacre, dans laquelle on retrouve des films qui ont été sélectionnés par les organisateurs pour quelque part la pertinence que ces films-là ont par rapport à la représentation d'une réalité qui devrait attirer l'attention du monde. Alors, est-ce que vous, déjà, vous êtes... Est-ce que vous acceptez cette description du film Tongossa? Est-ce qu'on est dans cette visualisation de la vie dans Kinshasa, loin de l'électricité et dans ce tableau-là d'une société congolaise finalement qui parfois se résilie face à la réalité et accepte l'inacceptable, à savoir l'absence d'électricité dans un pays qui est pourtant l'un des plus traversés par les fleuves en Afrique et qui d'ailleurs a de quoi produire l'électricité qui pourrait alimenter tout le continent. Oui, c'est tous les questionnements du film qui est abordé dans ce film de 90 minutes. Ouais. Alors, vous avez voulu montrer que quelque part, les populations s'adaptent finalement à ce qui paraît comme étant absurde, parce que on voit très mal comment est-ce que les populations, par exemple en France, à Paris, où vous avez été pendant de nombreuses années, on voit mal comment est-ce qu'il pourrait avoir cette fameuse nuit de Kinshasa dans le noir à Paris. Cela pourrait peut-être, dans cet environnement, conduire plutôt à des émeutes qui donneraient peut-être des sueurs froides aux autorités qui seraient donc obligées de trouver des solutions rapides. Mais comment expliquer qu'à Kinshasa, la coupure d'électricité donne plutôt lieu chez certaines personnes à une sorte de nouvelle programmation de la vie et même parfois de la célébration? Comment expliquer? Ben, ma mère m'a toujours dit que les grandes décisions au Congo se prennent la nuit. Toutes les choses importantes au Congo, ça se passe la nuit en fait. Et à Kinshasa, en fait, c'est pas qu'une nuit en fait. C'est aussi l'obscurité. Du coup, c'est pas juste que la nuit tombe et puis il y a une autre nuit. C'est la nuit tombe et l'obscurité aussi. Et l'absence d'électricité aussi. Du coup, on se confronte à une sorte de double nuit plus ou moins, généralement. Et voilà. Et dans cette double nuit, on va revenir sur l'un des personnages pour voir un peu ce qu'il fait dans cette double nuit donc noire. Dans cette double nuit, à la fois nuit et obscurité. On a l'un des personnages, il s'appelle, voilà, je retrouve rapidement son nom. L'un des personnages, il s'appelle Koudi. Non, il n'est pas le premier à agir.
Voilà. Kuti mobilise les habitants du quartier de Kisanso pour collecter de l'argent pour l'achat d'un nouveau câble électrique. Alors, lui, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce personnage dans cette nuit noire de Kinshasa? Pour dire que les solutions sont possibles, qu'il y en a qui, malgré tout, comprennent que c'est une réalité qui est une fatalité et qu'il faudrait peut-être la transcender. Alors, il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très particulier en fait à Kinshasa, c'est la collectivité. Et il y a parmi les éléments qui rend la collectivité possible, il y a des problèmes d'accès à l'électricité, il y a des problèmes d'accès à la lumière. Les gens peuvent avoir des différences, mais s'il s'agit d'électricité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Du coup, ça fait en sorte que tout le monde se retrouve concerné en fait à cotiser d'une manière ou d'une autre pour se connecter et avoir accès à l'électricité. Alors ce qui est particulier ici dans ce film, c'est que ce qui est assez particulier, c'est que les nuits sont choisies en fait. C'est pas des nuits par hasard en fait. C'est des nuits de fin d'année. C'est des nuits de chaque fin d'année tout au long du processus du film. Parce que c'est des nuits en fait où on questionne la lumière de façon frontale, de façon avec beaucoup d'énergie en fait. Parce qu'on est censé fêter Noël avec de la lumière. On est censé célébrer la naissance du Christ avec de la lumière. On est censé participer aux passations d'une année à une autre avec de la lumière. Du coup, c'est ça en fait qui a été c'est ça qui a été le choix en fait que j'avais fait pour raconter ces nuits-là en fait. En même temps, ça devient ce qui est beau dans tout ça, ça devient des nuits en fait qui ne sont pas. C'est pas que des nuits à problème en fait, ça devient des nuits de réflexion parce qu'on passe à une nouvelle année. C'est des nuits de beaucoup de tendresse, des nuits de beaucoup de poésie. Et c'est des nuits où on découvre une autre forme en fait, de la ville en fait, qui se construit à travers les personnages filmés. Pour dire qu'à la fin, vous ne faites pas affirmer que qu'on s'accommode finalement de cette réalité-là. Vous montrez qu'il y a des gens parmi ces populations-là qui veulent s'inscrire dans la solution. Alors, comme ce jeune homme qui cherche à collecter de l'argent pour acheter un câble électrique. Déjà, c'est pour cela que je parle aussi de la collectivité, parce que la question de la lumière, on ne le gère pas seul en fait. Tu ne peux pas prendre la décision de rétablir l'électricité. Tu ne peux pas prendre la décision d'acheter un bout de câble qui a été volé ou bien un câble qui a été brûlé. C'est une décision collective en fait. Il faut s'accommoder avec d'autres personnes du quartier, d'autres personnes de l'avenue, d'autres personnes de la rue pour trouver un compromis. C'est déjà les montants. Il y a tous ces petites histoires-là qui moi, j'ai vécu ça longtemps. Ça m'a beaucoup intéressé en fait de voir ça aussi dans ce film parce que cette manière-là de se réunir, cette manière-là de se compléter pour apporter solution, je pense que c'est un modèle en fait. C'est un modèle de développement pratique aussi. Même si ce n'est pas eux qui vont arriver à les rétablir l'électricité, mais ces processus-là en fait, ces processus d'organisation, ces processus de se tenir main dans la main pour construire un truc et aboutir à un résultat qui est palpable, c'est déjà ça en fait. La part aussi de la responsabilité de cette population-là qui ont juste envie de fêter la fête avec la lumière. Tout à fait. Vous montrez donc que dans le néant, il y a des gens, enfin le néant aussi crée une sorte de solidarité pour pouvoir trouver la solution. C'est ce que fait d'ailleurs ce personnage-là en cherchant des câbles électriques, en mobilisant des fonds pour pouvoir acheter un nouveau câble électrique qui va permettre de se connecter ou alors de se reconnecter. Mais à côté aussi, vous montrez qu'il y a aussi l'indifférence, je pense, à travers un personnage comme celui de Davido qui, pendant qu'il y a tout ce que vous décrivez, lui, il cherche un nouveau logement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce personnage-là qui, dans le noir, continue à chercher un nouveau logement après que son logement précédent a été inondé, par le fleuve Congo qui a débordé?
l'idée de départ, quand je suis parti filmer, Davido, c'était en 2018. C'était la première fois que le Congo a fait la première passation du pouvoir d'un président sortant, un président entrant. Et nous tous, en tant que jeunes, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Il fallait le digérer, en fait, cette situation-là. Il fallait en parler, il fallait rêver, il fallait se projeter. Et c'était beau, en fait. C'était beau, en fait, d'avoir un nouveau discours, c'est un Congo qui progresse, c'est un Congo qui passe un cap, qui se donne la possibilité de se projeter aussi. Mais plus on est resté dans le tournage avec tous ces jeunes, à aussi partager leurs rêves, en fait, d'aller en Europe, ce qu'ils aimeraient devenir dans la vie. Juste ça, partager ça autour d'un cercle d'haltérophilie, c'était fort, en fait. Juste participer à des gens qui libèrent la parole, c'était fort. Mais Davido me propose un jour d'aller filmer chez lui à la maison. Il me dit, Nelson, c'est important que tu ailles filmer chez nous à la maison. On est inondés. Parce leur quartier c'est à Limité, non loin du fleuve Congo. Du fleuve Congo, oui. Du coup, il me dit, notre quartier est inondé. Et c'est important que tu filmes ça. C'est important que tu montres ça. Moi j'étais pas chaud, en fait. J'étais pas motivé. Bien sûr que le film aborde la question du barrage ou du fleuve, mais d'une certaine manière, mais je ne l'ai pas pensé comme ça. Et il m'a mis la pression jusqu'à un jour, il vient me chercher à 4h du matin pour qu'on aille filmer chez lui à la maison, sa famille et tout. Et en entrant dans le quartier, c'est là où j'ai réalisé que ça m'a dévasté, en fait. Ça a dévasté la petite équipe qui m'avait accompagné. On était dévastés, en fait. De réaliser que ces jeunes garçons comme nous, malgré la force et l'énergie qu'ils dégagent et tout, ils traversent ça. On était choqués, nous tous, on était choqués. Et quand on est arrivé, on était sur la pirogue, jusqu'à devant la maison. On s'est dit, on va filmer depuis la pirogue, mais c'était pas possible parce que tu viens pas filmer les gens chez eux qui vivent dans l'eau. Oui. Toi, tu es suspendu sur une pirogue. Et par réflexe, en fait, j'ai demandé à toute l'équipe de plonger dans l'eau. De mettre les pieds dans l'eau. De plonger dans l'eau. Mais sinon, ça allait pas faire sens, en fait. C'est pas logique, en fait. C'est pas humain. J'ai pas trouvé ça humain, en fait, de filmer les gens de loin. Et j'ai demandé juste à toute l'équipe s'ils pouvaient plonger dans l'eau, en fait. Et on a passé une nuit dans cette maison, dans l'eau. Et c'est là où, en fait, on a capté, en fait, en vrai, c'est que ces jeunes hommes traversaient, en fait. Et moi, je pense que c'est les moments qui a changé les films. C'est les moments qui m'a bouleversé aussi dans la démarche de penser les films. Parce que c'était devenu un poids aussi. C'était devenu une charge aussi. Qu'on me confie cette responsabilité des récits et de les porter. Et c'est en ce moment-là, je pense que le film a changé, en fait. A changé, en fait, sa résonance en moi aussi. Et c'est en ce moment-là où aussi j'ai compris que c'était un film important. Et il fallait vraiment les penser comme un film qui va pour porter sur toutes ces voix-là aussi de toutes ces personnes qui ont ces difficultés. Ouais. Alors, justement, j'ai dit tout à l'heure que l'entretien pourrait aussi revenir sur des connotations politiques. Alors, quand vous portez toutes ces voix-là sur le toit du monde, comme ici à la Berlinale, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez que le monde retienne quoi? Ou alors, que voulez-vous que le monde fasse? Ou alors, qu'est-ce que ça peut changer dans cette réalité que vous avez filmée à Kinshasa? En fait, moi, je pense aujourd'hui, après toute cette expérience, je pense la première des choses, c'est d'abord pour nous, en fait. La première des choses, c'est d'abord nous et la capacité de penser, la capacité de réfléchir, la capacité de prendre du recul et réfléchir sur notre propre situation. Et je pense que tout commence par là, en fait. Parce que de jeunes avec qui on a traversé tous ces 4 ans pour penser ces films,
Aujourd'hui, ils ont changé, c'est plus les mêmes personnes. Il y a d'autres qui sont revenus à l'université, il y a d'autres qui ont changé des quartiers, il y a d'autres qui ont voyagé. Il y a d'autres qui voulaient devenir aussi cinéastes comme moi. Parce que, en fait, c'est difficile en tant que jeune déjà d'avoir un cadre pour réfléchir. Ne serait-ce que ça en fait. Le problème aujourd'hui, un projet de construction, parce que j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur les barrages d'Inga, la construction du nouveau barrage. Après, tu réalises toute la complexité qu'il y a derrière la construction d'un projet hydroélectrique. C'est un grand projet. Ça, c'est un projet gouvernemental. Du coup, je ne pense pas qu'un film peut changer un projet aussi ambitieux, en fait. La question, c'est de donner nous-mêmes d'abord des outils de réflexion, en fait. C'est parce que si on arrive à réfléchir sur nous, sur notre statut, où nous en sommes, depuis le Congo, depuis Kinshasa, ça nous permet en fait de commencer à de discuter différemment avec les autres. Et c'est déjà ça en fait, parce que le plus important c'est de donner des moyens de penser, des moyens de réfléchir sur une situation quelconque. C'est pas une situation, c'est pas un film que j'ai filmé, c'est pas un projet que j'ai filmé de haut, c'est une réalité, tu vis dedans en fait. Et comment tu filmes tous ces gens avec respect, avec dignité. Comment tu rends cette dignité-là, comment tu rends ça à travers un film. C'est toutes ces questions-là en fait qui m'ont préoccupé tout au long du film. Parce que une fois dans un documentaire, une fois qu'on te fait confiance, on te donne tout. Les personnages, quand on te fait confiance, ils te donnent tout. Mais la question c'est quoi ta part de responsabilité, c'est quoi les limites, en fait, c'est quoi les respects de l'autre. Comment tu gardes la distance pour ne pas... C'est vraiment... Moi, c'est ce qui est bien aussi avec les documentaires, parce que je me dis que le cinéma documentaire, c'est une forme d'école aussi, d'école pour apprendre. C'est une forme d'école pour apprendre sur sa propre société, c'est une école pour apprendre sur l'autre. Et c'est ça, en fait, qui fait grandir en quelque chose. Alors maintenant, dites-moi, Nelson, qu'avez-vous donc appris du pasteur Gédéon qui, toujours dans une des nuits de Kinshasa, vous a convié à filmer une prière qu'il faisait pour la République démocratique du Congo et qui était une prière qui était censée vraiment apporter des choses au pays. Oui, mais je pense que la prière au Congo, moi je suis chrétien, je suis croyant, la prière au Congo, c'est pas quelque chose à négliger en fait, sur les décisions de vie, sur les décisions sociales. Parce que je pense déjà que sa prière a pris effet parce que les élections se sont bien passées. Il n'y avait pas de troubles, les élections étaient... Il n'y avait pas de problème. C'est déjà ça en fait. Souvent on a tendance à s'attendre à des grandes choses d'un coup apparaître, mais déjà ces gestes simples de se dire qu'on prie pour le Congo, pour moi je trouve ça immense en fait comme décision. Et c'est souvent vraiment dans des petites choses comme ça qu'on contribue d'une façon ou d'une autre en fait à la paix, au développement aussi. Alors, autre chose, on lit très bien dans le pitch du film que Tongossa, finalement très simple, très sensible des habitants de Kinshasa, confrontés au défi de la vie dans un environnement en proie à la violence et coloré par l'incertitude du lendemain. Alors, coloré par l'incertitude du lendemain. Donc là, on est dans une figure qui montre aussi quelque part l'absurde. C'est-à-dire que on a une réalité qui est certes qui est vraiment triste, qui est même tragique pour certains, enfin qui pourrait être tragique pour certains dans le monde, mais qui ici est coloré ou alors que vous colorez. Alors, au final, c'était de dire quoi? C'était de dire quoi au monde entier? Parce que nous sommes ici à Berlin. Alors, au final, c'est pour dire quoi au monde entier? C'est pour dire, peut-être soyez plus heureux chez vous avec tout ce que vous avez, parce qu'il y a des gens qui n'ont presque rien et qui ont de la dignité, qui ont du sourire, et qui ont de l'espoir. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu aussi quelque part dire? En fait, moi, peut-être c'est aussi la traduction, c'est aussi des translates et tout ça. Mais moi, je pense vraiment vivre à Kinshasa, c'est une expérience à part entière. C'est pas comme vivre partout au monde. C'est une ville spéciale. C'est une ville qui te forme aussi.
C'est une ville qui te... C'est une ville qui te montre que c'est possible aussi, en fait. Parce que quand tu observes, c'est que les gens traversent, c'est que moi-même je traverse, c'est que mes amis traversent, mes amis avec qui je fais les films, c'est que les personnages traversent, c'est que ta famille traverse. Déjà, quand on veut parler que d'électricité, et il faut avoir du courage, beaucoup de courage. Vivre à Kinshasa, ça demande beaucoup de courage. Et du courage, les Quinois en ont. La preuve en est qu'ils sont encore là. Ouais, et ça demande beaucoup de courage encore pour rester. Ouais. Nelson Makengo, je vais maintenant vous proposer de parler du film en lui-même, de la mobilisation des ressources qui ont permis notamment de le réaliser. Alors, est-ce que ça a été facile? Comment vous avez pu vendre cette histoire-là auprès notamment des producteurs et des financiers, de leur dire « Je veux aller à Kinshasa, j'ai envie de vous montrer tout ce que nous venons de présenter ici ». Comment ça s'est fait? Alors moi, je viens de l'art contemporain. Je n'ai jamais demandé de financement pour un film. Parce que j'ai trouvé ça compliqué. Je ne savais pas comment ça marchait. Je n'ai jamais vraiment participé au lab de développement des talents pour développer des projets. Je n'ai jamais fait ça. Pour mes autres films, je n'ai jamais monté un dossier pour aller chercher de l'argent pour faire un film. Du coup, quand tu débarques comme ça dans l'industrie, tu viens d'où en fait? Tu es qui? Et aussi, c'était difficile. C'était difficile de trouver des financements pour les films, mais aussi non seulement parce que c'était un projet complexe dans le sens de des réalisations. C'est un premier projet. Et dans le sens des réalisations, c'était un projet complexe. Entre autres, le film est tourné la nuit. Il n'y a personne qui veut mettre son argent dans un projet qui est tourné la nuit alors que c'est pensé être un film. Mais c'était difficile en fait parce qu'à chaque fois il fallait défendre. Mais à un certain moment j'étais fatigué aussi en fait parce que moi avant j'avais une idée, j'ai fait mon film tranquillement avec peu de moyens, avec mes potes, tranquille, comme on s'en fout. On fait un film, c'est bon. Mais après, tu réalises que par rapport aux intentions, par rapport au travail que ça exige de faire un long métrage, ça demande des ressources. Non seulement des ressources financières, mais ça demande des ressources humaines aussi, qui demandent d'être payées. Du coup, on est obligé d'aller trouver cet argent. Du coup, ça a pris plus de temps prévu. Par exemple, toutes les chaînes de télévision qu'on a proposées pour le film, on n'a jamais été reçu, par exemple. Parce qu'ils disent que c'est la télé, on ne peut pas diffuser un film qui est tourné la nuit, dans le noir. C'est pas possible. Et peut-être il n'y a qu'une seule chaîne de télévision après qui s'est prononcée, mais c'était vraiment à la fin du processus. Même pour financer les films, à chaque fois c'était... faut insister, il faut insister. Il faut plus de temps, il faut insister. Mais après, ça a commencé à se débloquer parce qu'après mon court-métrage que j'avais fait, qui avait gagné un prix à IDFA à Amsterdam. Et c'est pas les mêmes styles, mais c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à se dire plus ou moins. On peut compter, on peut espérer, on peut risquer à mettre un peu d'argent pour Tongossa. Pour Tongossa. Oui, c'est vraiment ça. Mais le plus important pour moi, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, je suis très conscient que le cinéma coûte cher. Avant même de réaliser que ce que je faisais, c'était ça le cinéma, j'étais très conscient que le cinéma coûte cher. Et du coup, je me suis toujours organisé avec mes amis pour faire des films. Avec ou sans argent, nous on fait des films. Que l'argent arrive ou pas, nous on continue à faire des films parce que c'est une forme d'expression. C'est comme un artiste qui fait de la peinture, c'est comme un photographe qui veut créer une série photo, c'est comme un écrivain qui veut écrire un livre. C'est ça en fait, cette manière de penser, je pense, ça enlève beaucoup de pression en fait.
Alors, ça enlève beaucoup de avec vos poids, amis, en fait, oui, mais vous faites, oui, après vous êtes très libre aussi, parce que après les financements aussi viennent avec un certain nombre de contraintes, avec Oui. des valeurs parfois Oui. qu'il faut absolument prendre en compte ou alors promouvoir. Ouais. Alors vous faites alors comment avec vos amis? Vous payez des billets d'avion avec quoi? Comment est-ce que vous payez la caméra? Comment est-ce que vous Alors, je vous vous déplacez? Pour Tongosa, quand j'ai gagné un prix à ITFA pour mon court-métrage, j'avais pas l'argent pour continuer à faire ce film. Mais j'ai pris l'argent de mon prix, j'ai acheté une caméra. Parce que je voulais pas être limité parce qu'il fallait aller louer une caméra qu'on n'avait pas d'argent. L'argent prend du temps, c'est bon. Mais nous, on doit continuer à faire les films. C'est pas l'argent qui va nous arrêter à faire des films. Et c'est pas facile, parce qu'à côté, nous, on fait des vidéos institutionnelles, on fait un peu de films de commande. Parce que le cinéma, pour nous, on le considère comme on le considère vraiment comme un peintre qui considère sa toile, en fait. Du coup, on ne se met pas de pression, en fait, derrière, parce qu'on doit absolument avoir l'argent. Et si on réfléchit comme ça, du coup, il faut trouver d'autres alternatives pour pour vivre déjà à Kinshasa, pour s'autofinancer ses propres projets avec l'appui des amis. Aussi, les amis doivent avoir la même perception. La même perception des choses. Et ça, c'est pas toujours facile, mais je suis content qu'on a réussi à faire ça avec les amis qui ont cru aussi à ce projet. On ne s'est pas embrouillé la tête. On a gardé les mêmes équipes qu'on travaille avec tout le temps. C'est avec eux qu'on est à Berlin. Et pour nous, ça, c'est rassurant, en fait. Parce qu'après, il y a beaucoup de pression liée au financement. Qui sera le DOP? Tu dis moi-même, tu as déjà fait quel film? Qui va faire le son? C'est mon ami. Il a déjà fait quel film? Mais c'est qu'on l'a fait là. C'est déjà ça, en fait. Ah bon, maintenant, il y a une référence. Mais c'est bien que la référence arrive avec tout le monde. Parce que tout le monde devient une référence et ça donne du courage pour continuer, ça donne de la force pour continuer à penser, à faire des films. Alors, je voudrais, avant que nous puissions aborder l'actualité, parce que vous êtes réalisateur et donc forcément vous avez un regard sur l'évolution de la société congolaise et aussi sur l'évolution politique de votre pays. Avant que nous abordions cet aspect, je voudrais que nous puissions revenir un peu sur votre parcours. Les autres films que vous avez fait, également ce prix à Amsterdam que vous avez remporté. Que pouvez-vous nous dire concrètement? Je veux dire de façon résumée, vous êtes parti d'où à où jusqu'à aujourd'hui? À part Tongosa. En fait, moi j'ai commencé à faire des films avant de réaliser que je faisais des films. Donc, j'avais accès à un ordinateur que mon père m'avait acheté. J'avais accès à une caméra que mon père m'avait acheté. J'avais accès à un appareil photo. Non, j'avais d'abord accès à un ordinateur. Et je découvre par hasard un logiciel de montage. Je commence à mettre des photos de famille dessus, mettre la musique, mettre les titres et partager avec la famille. Mon cinéma a commencé comme ça, en fait. Là, on est en quelle année à peu près? C'est, je pense, en 2005. Je crois que ça doit être 2005. Et plusieurs années après, avant même d'avoir mon bac, avant même d'aller à l'université, on commence à me dire que ce que tu fais là, c'est ça le cinéma, en fait. Et en ce moment-là, il y a des sollicitations pour aller étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Mais à l'Académie des Beaux-Arts, il y a la communication visuelle et graphisme qui n'est pas vraiment du cinéma. Mais comme il n'y a pas d'école du cinéma au Congo, j'étais obligé en fait de faire les graphismes. Ce qui m'a aussi aidé à perfectionner ma sensibilité. Ça m'aide toujours même pour faire des films. Après, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec des amis. C'est en faisant des courts-métrages, en faisant des formations en ligne sur la réalisation que j'ai appris le cinéma. Et après, en 2016, j'étais sélectionné pour participer à l'université d'été à la FEMIS à Paris pour une formation en réalisation documentaire qui réunit 15 pays différents de jeunes pour venir apprendre à faire du cinéma. Et c'est en ce moment-là, en fait, j'ai découvert ce que je faisais déjà, en fait. C'est là où je réalise, en fait, ce que ça signifiait, ces gestes de raconter des histoires à travers les images, en fait. Et du coup, je suis resté. Je me suis dit que c'est ce que je vais faire de ma vie, en fait. Faire des films, raconter des histoires des gens, des autres, raconter aussi mon histoire à travers, que ce soit l'art ou la photographie ou le cinéma.
Et après, j'ai fait un film Evil à Lubumbashi qui parle un peu de l'héritage, colonial, mais qui parle aussi de l'héritage de Lumumba à travers sa lettre, la lettre qu'il a dédiée à sa femme avant sa mort. Et toutes ces questions-là, en fait, c'est ça en fait, les trucs avec les cinémas, on ne réalise pas tout de suite qu'est-ce que signifient ces gestes en fait. Qu'est-ce que signifient les gestes de porter un regard sur une histoire, sur un fait. Et c'est en ce moment-là que tu commences à avoir la conscience en fait du narrateur en fait. La conscience de raconter des histoires commence à se révéler en toi. Et petit à petit, voilà. Alors, Nelson Makengo, la réalisation, c'est également c'est de l'art. Et l'art, c'est également peut-être engagé. D'ailleurs, on vient de voir que vous êtes un artiste engagé. Et en ce moment, la République démocratique du Congo vit un drame dans l'est du pays. Pour faire de l'art, il faut être engagé, sinon il n'y a pas d'art. Sinon, il n'y a pas d'art. Même si certains font de l'art pour l'art, c'est-à-dire l'art juste du beau, peut-être. Mais on ne va pas y revenir. Alors, je voudrais maintenant vous amener dans la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Ouais. Alors, votre pays connaît en ce moment un deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez dit tout à l'heure que son arrivée à la tête de l'État a suscité beaucoup d'espoir, notamment auprès de la jeunesse, qui sentait qu'il y avait des possibilités que le Congo, que la République démocratique du Congo pouvait accéder à la lumière et donc engager une marche résolue vers un triomphe à la hauteur d'ailleurs des ressources naturelles de ce pays-là. Alors, vous aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur l'évolution politique de votre pays à travers ce nouveau mandat du président Tshisekedi et aussi ce qui peut être vu aujourd'hui dans votre pays en termes, peut-être, pourquoi pas, d'avancée ou de régression? Quel est le regard que vous portez là-dessus? Moi, je pense qu'il ne faut pas être pressé. Développer le Congo demande du temps. Le Congo vient de très loin, en fait. Et ça, tu le réalises quand tu voyages, quand tu voyages et tu rentres au Congo. Et c'est en ce moment-là que tu réalises, en fait, que le Congo a besoin du temps, en fait, pour s'épanouir, pour devenir autonome, pour ouvrir à d'autres perspectives. Et je pense que déjà, 60 ans après les indépendances, la chose la plus importante au Congo, pour moi, je pense, c'est d'avoir vu venir cette possibilité-là d'avoir des élections. Quelque chose qu'on n'a jamais imaginé de la vie. On a une élection, il y a en fin de mandat, il y a d'autres élections et un nouveau président élu. Ça, je pense, c'est déjà un acquis, en fait. C'est énorme quand on parle du Congo déjà aujourd'hui. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire après, mais je pense que ça demande du temps. Le Congo ne va pas changer d'un clic. Ça demande du temps et ça demande la conscience en fait, de tout le monde, en fait, pour que tout le monde doit, d'une manière ou d'une autre, contribuer, ne serait-ce qu'à réfléchir, en fait, ne serait-ce qu'à penser, en fait, ne serait-ce qu'à faire un geste. Et c'est vraiment tous ces petits gestes. C'est comme en Europe ici, il y a quelqu'un qui nettoie la rue, c'est comme quelqu'un qui nettoie les poubelles. C'est des petites choses en fait comme ça qui construisent plus ou moins le développement en fait dans la durée. C'est pas des choses qui se sont construites en une nuit, en une journée. Et souvent on a cette prétention là quand on vient en Europe, on débarque une journée, des journées, on va rentrer au Congo, je vais changer des choses. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça prend du temps, sauf que ce n'est pas une seule personne qui doit avoir cette conscience-là en fait, du changement. Ce n'est pas une seule personne qui doit avoir cette conscience-là du développement. Ça doit être une conscience collective, comme Koudi avec toutes ces mamans qui se cotisent pour acheter les câbles d'électricité. Parfaitement. Alors maintenant, évoquons la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a malheureusement les activités d'un groupe rebelle nommé le M23, qui a poussé depuis plusieurs décennies des millions de Congolais à quitter leur foyer, à quitter leur terre pour se réfugier notamment dans une ville comme Goma, qui elle-même aujourd'hui est menacée par ce même groupe rebelle-là, voilà, de blocus, ce qui créerait encore un drame humanitaire assez fort. Alors, beaucoup de Congolais dénoncent cet état de fait.
Notamment, on l'a vu d'ailleurs notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où les footballeurs congolais ont fait un signe pour dire, Ouais. pour demander au monde entier de se lever pour aider la République démocratique du Congo à mettre fin au massacre, aux tueries dans cette région-là. Alors vous, en tant que réalisateur, quel est le regard global que vous portez sur ces faits aussi meurtris que l'on voit aujourd'hui, sur ces faits aussi dramatiques que l'on voit aujourd'hui dans cette partie de la RDC et vous, quand vous marchez dans le monde, est-ce que les gens vous posent des questions là-dessus et que leur dites-vous si c'est le cas? Avant de venir à Berlin, je crois au mois de novembre, moi j'étais à Goma. Et je pense que c'est des choses qu'il faut avoir vues ou avoir senti pour faire un jugement. Je pense que l'Est du Congo, non seulement l'Est du Congo, les Congos en général, on a besoin de paix en fait. On a besoin de paix. C'est tout ce qu'on a parcouru tout au long de cette interview. On a besoin de se poser pour réfléchir en fait. On a besoin d'un temps pour se poser. On a besoin d'un temps pour réfléchir en fait. Et c'est ça en fait. C'est ça qui... Au moment où on n'aura pas le temps en fait pour se poser et réfléchir, c'est compliqué en fait. Du coup, ça demande la paix en fait. On a besoin en fait qu'à un certain moment on respire pour nous penser nous-mêmes en fait, pour nous renouveler, pour nous projeter, pour rêver aussi. Autre chose que la terreur, autre chose que la guerre, pour s'épanouir en fin de compte. Alors, en tant que réalisateur, est-ce que vous pensez un jour à raconter le drame qui se produit dans cette partie de la République démocratique du Congo? Est-ce que cela vous parle de montrer peut-être aux yeux du monde le drame qui se vit là-bas depuis plusieurs décennies et de faire entendre les voix de tous ces morts ou alors de toutes ces personnes meurtries, traumatisées du fait notamment de ce groupe rebelle? Moi, je pense qu'à un certain moment, quand vous observez même de grands réalisateurs qui ont fait des films à travers le monde, que ce soit à Hollywood ou de l'autre bout du monde, on finit toujours par ça en fait. Peu importe les films qu'on veut raconter, en fin de compte, on a envie de se raconter soi-même en fait. On a envie de raconter sa propre histoire aussi. Et je pense que ça viendra. Ça doit venir en fait, l'idée en fait de raconter aussi le Congo. En fait, déjà on le fait déjà, mais on aimerait aussi être accompagné. Le plus important aujourd'hui, par exemple, nous qui venons d'Afrique pour venir pour faire du cinéma, c'est difficile d'avoir accès au financement local. Il n'y a pas d'institution pour financer des talents ou des idées, en fait, des talents émergents pour développer des projets de films. Et du coup, on est confronté à cette situation-là, cette situation de censure des projets. Parce que ce n'est pas toi qui sors l'argent, parce que c'est... Et tu dois passer par tel ou tel hôtel qui doit valider, certifier c'est bien ou pas. Du coup, en fait, on a besoin de cette liberté créative, en fait. Et dans le cas justement de financer Goma, nos projets localement pour porter ces genres de et dans le cas justement, je vous coupe pas la parole, et dans le cas par exemple de la situation dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, on sait qu'il y a beaucoup d'implications, notamment sous-régionales, avec des soutiens apportés à ce groupe du M23. On sait aussi qu'il y a également des intérêts qui dépassent largement la sous-région et qui sont d'ordre mondiaux. Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Est-ce que ce sont les blocus qu'il y aurait pour qu'un réalisateur comme vous, peut-être à un moment donné, se pose véritablement et raconte l'histoire de ce drame à travers un film? En fait, ici on est à Berlin, vous avez circulé les salles de cinéma, ici on est à la place du festival, vous avez vu les sérieux qu'il y a dans la manière dont on porte les films. Le cinéma, c'est quelque chose de respectueux. Le cinéma, c'est quelque chose de grand, il faut le dire comme ça. Et du coup, si on veut vraiment raconter nos propres histoires, ça doit être avec notre argent, avant tout. Faire des films avec notre argent, ça nous évite beaucoup d'ennuis, en fait. Parce que si tu fais un film au Congo avec l'argent européen, ça veut dire que
une ça grande, doit pas correspondre à une cette grande vision partie de européenne, cet argent-là doit être dépensé en Europe pour la post-production, pour blablabla. Bla, 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 bla. Du coup, le plus important pour nous, en fait, c'est d'avoir des cadres de pensée, en fait, où on peut penser à faire notre cinéma à nous, en fait. Et si on a le pouvoir de faire notre cinéma avec nos moyens à nous, j'espère que ça va changer beaucoup de choses, en fait. Parce que les récits sera racontés depuis notre point de vue à nous. Quelqu'un qui a été à Goma, quelqu'un qui n'a jamais été à Goma ne va pas raconter l'histoire de l'Est du Congo de la même façon que quelqu'un qui a vécu ça, même une nuit, une journée. C'est pas possible, quoi. Voilà. Nelson Makengo, on va bientôt sortir de cet entretien ici à Berlin en Allemagne dans l'émission Diaspo Connect Africa, qui est cette émission-là qui connecte les talents et les intelligences du continent au continent et qui permet de porter justement les voix de ces talents à travers le monde également, diffusé bien sûr sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Alors, pour sortir, revenons à la diffusion ici à Berlin du film Tongosa. Voilà. C'est dans la section Panorama, Oui. je l'ai dit à l'introduction de l'émission, qui est cette section-là qui permet aux organisateurs du festival de mettre en lumière un film qui n'est pas en compétition, mais un film qui, pour eux, porte une réalité qui mérite d'être vue dans le monde entier. Alors déjà, comment s'est fait la sélection du film? Je ne sais pas. Mais dites-moi. Parce que moi j'étais ici en 2020 à Berliner Talent, qui est une section en fait qui est consacrée à 250 jeunes à travers le monde. Tu envoies un projet, si tu es sélectionné, tu participes en fait au laboratoire de networking qui te donne aussi la possibilité de rencontrer d'autres producteurs, de rencontrer des partenaires en fait techniques pour les projets aussi. Et c'est en 2020 que je suis arrivé là. Et quand on me disait que ouais, tu dois venir visiter le tapis rouge, j'ai refusé. J'ai dit non, il faut visiter le tapis rouge avec un film directement. Du coup, la sélection, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai reçu juste un mail pour me dire que le film a été sélectionné. Et c'est une joie pour tous, pour toute l'équipe du film, mais aussi de l'équipe congolaise qui... C'est important d'avoir beaucoup... Parce que ce n'est pas le premier film à être sélectionné au Panorama à la Berlinale. Il y a les films de Diédo Amadi qui a été plusieurs fois ici. Il y a aussi une collection produite par Joe Munga qui a été ici. Il y a aussi les films de ma chérie Ekwa qui était en 2018, je crois, qui était au Forum ici. Du coup, moi je pense c'est important que ça ne s'arrête pas en fait. C'est important que plusieurs jeunes découvrent en fait, parce que le Berlin c'est l'un des plus grands festivals au monde. Du coup, amener un film à Berlin, ça veut dire que ça va stimuler d'autres jeunes en fait de réaliser qu'en fait c'est possible en fait. Il faut juste avoir une proposition forte et c'est possible, ça devient possible. Alors maintenant, évoquons la diffusion du film à Berlin. Quelles sont les dates pour les ressortissants africains qui vont nous suivre et qui aimeraient bien regarder le film, voir cette ville de Kinshasa dans la nuit, oui? Ah, j'espère, je n'ai pas oublié mes dates. Hein. Allez-y, prenez votre temps. Ça commence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui à 16h30. Oui. Voilà, les tickets sont disponibles, bien sûr. Ce sera et aussi à 22h aussi au Zoo Palace 2. Là, c'est demain. Demain, le 21, au Zoo Palace 2. Il y a également une diffusion. Ah, il faut vite courir chercher les billets parce que c'est sold out partout là. Oui. Parfaitement, oui. Alors oui, déjà vendu, sold out. Il reste que 2 dates disponibles. Donc on peut voir le film ici à Berlin le 24 au Cubix 5, qui est une salle également qui n'est pas très loin d'ici, oui. Du Palais de la Berlinale. Et on peut également voir le film le 25, c'est-à-dire le jour de la clôture, à 18h30. La clôture c'est le 24 et le 25 c'est l'autre. Parfaitement, oui. Et donc, au Cubix 9, des tickets sont encore disponibles. Oui. Voilà, Nelson Makengo, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien exceptionnel à Diaspo Connect Africa sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Je vous remercie pour le temps. Merci à vous. Merci. Et donc, merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons ici à Berlin avec nos réalisateurs, nos producteurs, nos metteurs en scène et acteurs.
originaire du continent africain. Et rappelez que cette Berlinale est exceptionnelle. La présidente du jury s'appelle Lupita Nyong'o, la méga star africaine mondiale. Je vous vois sourire, Nelson. Et donc, qui est la présidente de ce jury, Lupita Nyong'o, qu'on ne peut pas présenter ici. Voilà, lauréate, c'est la toute première femme originaire du continent africain, lauréate d'un Oscar. Et donc, elle triomphe ici à Berlin et je vois que vous souriez, vous aussi, parce que c'est une grande fierté pour l'Afrique. C'est une grande fierté. C'est une première femme d'être présidente du jury à Berlin, mais aussi c'est une première femme noire, comme elle-même l'a précisé. Et c'est énorme, en fait. Ouais. Ouais. Et c'est donc cette Afrique des possibles, de tous les possibles. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ce sera peut-être vous demain, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. On vous souhaite bon vent, Nelson. Merci. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs.